Le ministre Assoumi Massaoudou est-il exempt de tout reproche? C'est la question que se pose le Nigérien lambda. En effet, depuis la révélation mi-février par la presse locale de ce qu'il convient d'appeler Uranium Gate, le microcosme politique est en effervescence. Au Niger, le journal Le Courrier avait dénoncé un système de vente circulaire d'uranium entre Areva et le Niger via des sociétés russes et libanaises. Une opération qui aurait permis à des intermédiaires de gagner des dizaines de milliers de dollars, voire des millions pour certains. À la demande de l'opposition, une commission d'enquête parlementaire avait été mise sur pied. Son rapport a été rendu public, toute chose qui devrait mettre un terme au débat, sauf que non. L'opposition, à travers le vice-président de la commission d'enquête, affirme avoir été écartée de la rédaction du rapport et estime que cette affaire dérange l'exécutif. Si le Niger est un pays dans lequel il y a une justice, M. Assoumi Massaoudou doit répondre de ses actes, à Asséné Soumana Sonda, chef de file du Modène FA Lumana au Parlement, quelques jours après l'issue heureuse trouvée à la crise des scolaires qui a pourri le climat social durant plus de 2 semaines. Voilà le gouvernement sur un autre front. Quant au président Issoufou, sa chasse aux pilleurs de l'économie nigérienne semble toujours d'actualité. Il a d'ailleurs demandé récemment à des maires, dont certains sont déjà écroués, de rembourser des fonds détournés de vente de vivres destinés à des paysans vulnérables. Niger lutte contre le détournement de deniers publics, de la sincérité de la croisade du régime Mahamadou Issoufou. Ce sera notre débat du jour sur Angle de Vue, votre émission qui permet le décryptage des faits politiques marquants sur le continent et en dehors. Nos invités du jour sont plus tarder d'abord Ebel Adjovi. Bonjour. Bonjour. Journaliste, écrivain, vous êtes spécialiste des questions internationales. Face à vous aujourd'hui, Maître Alain Orunla, bonjour. Bonjour, Joannès. Avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin, Maître Orunla. Merci d'être sur ce plateau. On espérait, Maître Orunla, que le rapport de la commission d'enquête parlementaire mette un terme à la polémique, mais à l'analyse, j'y arrive, la calmie semble loin. La calmie semble loin et c'est tout à fait normal puisque c'est un rapport qui semble rendre blanc et plus blanc que blanc. Voilà une commission d'enquête qui siège, qui constate que rien d'anormal ne s'est passé. Ce serait heureux. Mais ce rapport retient quand même que le Niger a gagné environ 800 000 dollars dans cette opération qui n'avait d'intérêt pour personne, ni pour le Niger, ni pour Areva, qui a multiplié les catastrophes financières, c'est connu, mais dans lequel le Niger gagne 800 000 dollars sans qu'aucun ministre, sans qu'aucun directeur de cabinet ayant été à la manœuvre n'ait perçu le moindre centime. Ceci est suspect. Un rapport qui conclut trop vite alors qu'une enquête est ouverte et est toujours pendante contre Areva qui a multiplié, je le rappelle, ce type d'opération. Quel est l'intérêt pour Areva et pour le Niger d'accepter de rentrer comme intermédiaire dans une opération de vente d'uranium qui n'a pas eu lieu ou qui a été annulée finalement d'après les investigations faites par les enquêteurs français? Quel est l'intérêt? À qui profite ce crime? Et pourquoi le Niger y a participé? Et pourquoi un rapporteur ou un membre de la commission dit avoir été écarté? Ce n'est pas un enfant. Pourquoi il a été écarté de la rédaction du rapport? Peut-être que tout n'a pas été dit dans le cadre de cette affaire et c'est tout à fait normal que la polémique enfle et qu'on enquête beaucoup plus sérieusement afin de savoir qui a pu profiter de ce forfait, de cette vente annulée d'uranium alors pourtant que le Niger en regorge. Alors, Ebel Adjovi, selon le rapport publié, l'opération de vente a été mise au point par Areva, soucieuse de mobiliser des fonds afin de sécuriser les mines d'uranium dans le nord du Niger. Vous avez parcouru ce rapport-là. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Mais ce rapport, avant de parler de ce rapport, c'est que si ce dossier est porté au devant de la scène, c'est justement que le 16 février dernier, le journal Le Courrier, journal nigérien, a fait état d'une affaire de vente illicite d'uranium et le journal parle même de 200 milliards de francs CFA qui est en jeu, des transactions et puis la société
nigérienne Sopamine avec Arevan et puis une entreprise pétrolifère russe et également libanaise. Et quand on regarde de près comment les transactions ont eu lieu, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Maintenant, vous parlez évidemment de ce rapport de la commission parlementaire, une commission parlementaire qui a été mise sur pied, si mes souvenirs sont bons, le 18 mars dernier. À la demande de l'opposition. À la demande de l'opposition qui devrait prendre 45 jours pour enquêter sur cette affaire. Et puis finalement, c'est vrai que les auditions ont eu lieu, mais à la validation, les représentants de l'opposition parlementaire n'ont pas été présents. Ils estiment que la mouvance parlementaire veut soutenir le ministre notamment des Finances, qui était en son temps en 2011, puisque cette histoire date de juillet 2011, qui était directeur de cabinet du président Mahamadou Issifou. Donc quand on regarde de près cette situation, c'est pas très clair. D'un côté, le journal et puis l'opposition parlent de 200 milliards en jeu. Aujourd'hui, on parle de 800 000 $. D'ailleurs, le ministre des Finances avait parlé d'un bénéfice pour le Niger de 800 millions. Finalement, au cours de l'enquête, il dit qu'il voulait parler de 800 000 $. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans cette situation. Maintenant, la politique étant ce qu'elle est, il peut y avoir de l'exagération également de la part de l'opposition. Mais ce qui est évident, normalement, ce ministre des Finances, il doit répondre de ses actes et dire exactement ce qu'il en est. Ce qu'on peut déjà, à l'étape actuelle, retenir, c'est qu'il y a eu quand même une transaction, ça c'est reconnu, sans que l'on ne sache. Si ce n'était pas ce journal qui a évoqué le sujet, on ne l'aurait pas su. Et puis le ministre des Finances, qui était président du conseil d'administration en son temps, heureusement depuis 2011, ce n'est plus le cas. Sinon, ça pose quand même également un autre problème. Alors, Maître là, mais dans le rapport qui a été publié, c'est quand même clair que l'opération vise quand même à mobiliser des fonds pour sécuriser les mines d'uranium dans le nord du Niger. Puisque il faut rappeler qu'il y a déjà eu des agents d'Areva qui travaillent sur ces mines-là, qui se sont retrouvés kidnappés et tout. Donc, il fallait sécuriser davantage ces mines-là. Donc, l'opération avait été faite à dessein pour sécuriser les mines. Et c'est ce qui a permis quand même, puisqu'il y aurait eu une réunion à la présidente de la République mettant en jeu le directeur de cabinet d'alors, aujourd'hui ministre des Finances, et le directeur général adjoint d'Areva, et c'est là qu'on a décidé d'ouvrir un compte à Paris pour permettre ces transactions financières-là. En tout cas, le rapport qui a été publié dit clairement que rien n'entache cette opération. L'opération avait pour but de sécuriser les mines. Non, ce n'est pas exact de dire cela. Ça fait partie dit le rapport. Des promesses qui auraient été faites à la partie nigérienne pour l'encourager à rentrer dans l'opération. Ça fait partie de ce qu'on appelle les contreparties. Mais c'est une contrepartie qui n'est même pas à la hauteur du service qui aurait été rendu. Et la question qu'il faut se poser, mais quel est l'intérêt de l'opération? C'est-à-dire, quel est l'intérêt pour un grand groupe tel que Areva, qui peut acheter directement où elle veut, d'impliquer le Niger et la Sopamine dans l'achat de l'uranium à l'étranger? Parce que l'opération, quand on résume les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Areva dit, je veux acheter de l'uranium et j'ai besoin de la Sopamine comme intermédiaire. Et l'opération se fait où? Eh bien, sur un compte bancaire ouvert spécialement pour cette opération à Paris, sur lequel on enregistre le versement de plus de 329 millions de $, ce qui fait énormément de milliards, qui doivent être reversés à une autre société tierce, la vendresse qui reçoit ces fonds, et puis on apprend par la suite que l'opération a été annulée puisque Énergie Optima, voilà son nom, n'a pas pu satisfaire à cette commande. Et quand les virements sont faits, eh bien, la partie nigérienne conserve 800 000 $. Voilà ce que dit le rapport. Donc, quel est l'intérêt de l'opération? Si c'était agi d'autre chose ou un groupe autre que Areva, on aurait parlé de blanchiment.
pour le moins, parce que c'est une opération qui n'a aucun intérêt économique, surtout que la partie nigérienne n'était pas la seule intermédiaire, il y en a bien d'autres. Alors, on nous fait croire que le directeur de cabinet du président, devenu ministre des Finances, et on se demande d'ailleurs à quel titre le directeur de cabinet rentre dans cette opération, aurait fait tout ça sans avoir perçu une moindre commission, alors qu'il y a plein de rétrocommissions qui ont été révélées. Il est au service du Niger. Dans le cadre, oui, bien sûr. Il est au service du Niger. Je dis, il n'y a jamais rien de gratuit. Écoutez, il y a 800 000 d'intérêts mafieux pour le Niger. 800 000 $, je veux dire. C'est-à-dire, pour avoir été un prête-nom et une banque de transition, de transit, le Niger gagne 800 000 $. Parce que la sécurisation des mines n'est pas prouvée, voyez-vous. Donc, c'est une opération financière étrange, bizarre, et on ne voit pas le pourquoi de la participation du Niger. On ne voit pas pourquoi un pays qui fournit de l'énergie, de l'uranium à Areva, se prête à un jeu d'achat à l'étranger, si ce n'est que on est en train de vendre et de détourner l'uranium du Niger. Donc, c'est une opération suspecte, c'est une opération sans intérêt pour le Niger, sauf à démontrer que l'intérêt est financier, c'est-à-dire j'ouvre un compte à mon nom pour faire transiter des fonds dans une opération qui n'a même pas abouti, voyez-vous. Puisqu'on dit que les ventes ont été annulées et que la société auprès de qui on aurait commandé cet uranium n'a pas été en mesure de fournir. Donc, c'est une enquête judiciaire, voire internationale, qu'il faudrait ouvrir dans le cadre de cette affaire. Ce n'est pas une commission parlementaire qui reste à Niamey, qui auditionne le ministre des Finances, qui dit ce qu'il a envie de dire. Cette commission ne nous démontre pas qu'elle était en mesure d'aller vérifier les comptes, la traçabilité des opérations, et puis on conclut et on blanchit tout simplement une opération où le fonctionnaire d'alors, le directeur de cabinet, le directeur de cabinet du président de la République, dont je ne vois pas très bien ce qu'il pouvait faire dans cette affaire d'uranium, si ce n'est des intérêts suspects, voilà, on blanchit et on dit tout va bien, circuler, il n'y a plus rien à voir. Non, je signale que les enquêtes sont toujours en cours, même si certaines opérations ont été très vite comprises, parce qu'on ne s'en prend pas à un groupe tel qu'Areva facilement. Mais on a conclu que Areva s'est lancé dans ce type d'opération catastrophe et kamikaze et a perdu beaucoup d'argent, et on veut savoir pourquoi Areva décide de se lancer dans une stratégie pour perdre autant d'argent, et que la pauvre Anne Lauvergeon ne doit pas être le bouc émissaire d'un système peut-être qui se substitue à celui d'Elf ou de Total. Mais enfin, allez savoir. Et bien, la Diovi, au vu des explications de Maître Aléon là, est-ce que on n'est quand même pas en droit de se dire, eh ben, le rapport de la commission d'enquête parlementaire est quand même clair. La transaction a bel et bien eu lieu entre la Sopamine, Areva et d'autres partenaires internationaux. L'uranium n'est pas l'uranium du Niger. L'argent n'est pas l'argent de l'État nigérien. C'est l'argent d'Areva. On conclut ça et puis on évolue. Non, on ne conclut pas ça et on évolue. De toutes les manières, d'abord, il faudra dire pourquoi le ministre des Finances aujourd'hui, en son temps directeur de cabinet du président Mahamadou Issoufou, est impliqué dans cette affaire. C'est justement parce que, selon les tests qui régissent la Sopamine, il était le président du conseil d'administration en tant que directeur de cabinet du président de la République. Heureusement que depuis 2011, ce n'est plus le cas, parce que ça pose un problème. Ça pose naturellement un problème. Maintenant, quand on voit comment ces transactions ont eu lieu, plusieurs questions se posent. Lesquelles? Oui, la première question, c'est que naturellement, et là je suis d'accord avec Maître Alain Oronla, qu'est-ce que le Niger a gagné dans une transaction entre Areva et d'autres sociétés? Le Niger est un partenaire Areva. Oui, bien sûr, mais quand on voit l'affaire où on conclut que le Niger n'a pas, ce n'est pas l'argent du Niger, que ce n'est pas l'État nigérien qui était directement impliqué dans cette histoire, que même la Sopamine n'est pas directement impliquée, que c'est juste
que la Sopamine a joué le jeu de l'intermédiaire, ça pose quand même un problème. On parle d'Areva, une structure internationale française, on parle d'Energo Allian, une structure pétrolifère ou pétrolière russe, on parle également de Optima Énergie, qui est d'origine libanaise. Tout ça mis ensemble, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Et puis le ministre des Finances, lorsque ce dossier avait été ouvert, ou la boîte de Pandore avait été ouverte par le journal Le Courrier, un fameux 26 février 2017, 2 jours plus tard, le 18 février, il disait que c'était une affaire de 800 millions. Finalement, au cours des auditions, il a parlé qu'il faisait une erreur, que c'est en fait... Mais ces souvenirs peuvent ne pas être exacts, puisque l'affaire remonte à 2011. Ces souvenirs peuvent ne pas être exacts. Vous savez, quand c'est des dossiers aussi sensibles et que vous vous préparez 2 jours après la publication d'un journal... Peut-être n'était-il pas bien préparé. Pour faire un point de presse. Ah, mais... Je l'accepterais. S'il n'est pas bien préparé, ça veut dire qu'il était troublé. Et s'il est troublé, ça veut dire que l'affaire est trouble. Je ne pense pas qu'il... Vous faites des supputations. Non, j'ai dit un ministre. Surtout un ministre des Finances, donc qui connaît les chiffres et qui se prépare 2 jours après la publication d'une affaire dans un journal et qui éclabousse son gouvernement et qui vient 48 heures après pour parler. Il doit faire très attention et surtout faire très attention aux chiffres, puisqu'ici on dit ni le gouvernement nigérien, donc ni l'État nigérien, ni la Sopamine n'a déboursé de l'argent, et puis ce n'est pas l'uranium du Niger. Si on le dit, alors comment le Niger est impliqué? Donc déjà là, il y a un problème au niveau des chiffres, puisque les autres parlent de 200 milliards de dollars, soit 319 milliards de francs CFA. Voilà. 200 milliards de francs CFA du moins, soit 319 millions de dollars. Et le gouvernement, par la commission parlementaire aujourd'hui, parle de 800 millions de francs CFA. Ça pose un problème déjà au niveau des chiffres, mais en dehors de ça, quand on regarde bien cette affaire, on se dit, tout le monde sait, dans tous nos pays, lorsque il y a de ces ressources minières, qu'il peut y avoir beaucoup de trafic, et l'on sait comment le nord du Niger, à cause de l'uranium et d'autres ressources, on nous aide à avoir de l'instabilité au niveau de la sécurité, et cela permet évidemment de faire bien des trafics. Je ne veux pas dire qu'on peut conclure, puisque c'est une affaire judiciaire, il ne faut pas y aller avec des si, mais quand on regarde de près, je pense que le ministre des Finances, en son temps directeur de cabinet du président Mahamadou Issoufou, doit encore parler. Je pense que la commission parlementaire ne peut pas régler cette situation. Il faut une enquête, et peut-être même une enquête internationale. Alors, Maître Léon, les 2 membres de l'opposition qui ont participé à l'enquête ont dénoncé leur mise à l'écart lors de l'élaboration du rapport. Pourquoi une enquête conjointe pour finalement exclure un camp dans l'élaboration? Parce qu'il y a de la manipulation. Bon, c'est vrai, la majorité parlementaire crie au complot politique. C'est de bonne guerre. Mais je ne vois pas pour quelle raison un commissaire, dans le cadre d'une commission d'enquête, dirait qu'on l'a écarté de la rédaction. C'est bien précis. Est-ce que la rédaction aurait été soignée? Écoutez, moi je pense qu'un rapport, c'est rare qu'un rapport blanchisse aussi vite. C'est-à-dire que le crime est tellement parfait qu'il est grotesque. On dit circuler, il n'y a rien à voir. Mais il faut aller au fond des choses. Parce que quand vous regardez les termes de ce rapport, qu'est-ce que le Niger vient chercher là? C'est-à-dire que le rôle qu'on fait jouer à la Sopamine et au président du conseil d'administration, c'est d'aller ouvrir un compte à Paris pour recevoir les 320 millions de dollars de Areva en transit vers les comptes de Énergie Optima. Voilà le rôle qu'on fait jouer au Niger dans cette affaire officiellement. Est-ce que le Niger est un intermédiaire financier? Est-ce que Areva ne peut pas faire directement sa transaction avec Énergie Optima? Et on vous dit
qu'en fin de parcours, l'opération n'a pas eu lieu. C'est bien ce qui est soutenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a envoyé, Areva aurait envoyé 320 millions de dollars sur lesquels on a prélevé des commissions, des rétrocommissions pour une opération qui n'a pas eu lieu. Écoutez, il y a au moins matière à abus de biens sociaux contre Areva. Donc, vous voyez, c'est un gros enjeu. C'est le genre d'affaire qui nous rappelle l'affaire des frégates de Taïwan qui a inquiété Roland Dumas et compagnie. C'est une affaire de blanchiment et de rétrocommission. Donc, si le Niger se retrouve dans cette affaire, ça veut dire qu'il y a une suspicion légitime. Personne ne me fera croire que le ministre des Finances, alors directeur de cabinet, s'est déplacé pour aller ouvrir ce compte sans rien du tout. Personne ne me fera croire que l'uranium du Niger ne serait pas impliqué. L'argent d'Areva, il vient d'où? L'argent d'Areva vient des mines, des minerais et de l'uranium que Areva extrait ci et là, et en particulier au Niger. Donc, la commission d'enquête parlementaire a fait son rapport. Moi, ça ne me convainc pas, mais je dis que ce n'est pas à ce niveau que ça doit se jouer. Ça doit se jouer dans le cadre d'une enquête internationale où on doit aller investiguer, se contenter d'audition. Mais le ministre vient raconter ce qu'il veut. Il est parfaitement dans son rôle. Si les investigations ne peuvent pas aller au-delà, si on ne peut pas trouver d'autres objections que de dire qu'il fait de la politique, à ce qu'un membre de cette commission déclare publiquement qu'on l'a écarté de la rédaction de ce rapport. Il peut être dans l'intoxication, Maître Alain. Mais qu'on l'interroge. Puisque c'est un opposant. Oui. Et qu'il ne s'est permis de venir faire cette sortie qu'après avoir participé à tous les travaux de la commission. Il ne dit pas ne pas avoir participé, il a participé, il dit qu'il a été écarté de la rédaction du rapport. Alors c'est vrai qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Encore que c'est sa parole contre la parole du camp de la majorité présidentielle, qui au demeurant dans sa communication a clairement dit qu'ils ont été appelés et que personne n'avait décroché son téléphone le jour où on devait écrire ce rapport-là. Et que c'est bien la politique de la chaise vide qui a été pratiquée par ces deux représentants de l'opposition. C'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas ça qui est troublant. Ce qui est troublant, c'est que ce rapport n'est pas crédible. Pour vous. Mais pour un homme de l'art. Pour vous. Pour un homme de l'art, le rapport n'est pas crédible parce qu'un rapport qui se contente d'auditionner la personne ou la partie mise en cause et qui nous donne... C'est-à-dire, regardez, parce que si vous n'êtes pas critique dans la lecture du rapport, vous n'y verrez que du feu. On vous dit circuler, il n'y a rien à voir. Pourquoi les commissaires ne sont-ils pas interrogés sur le pourquoi de l'implication du Niger? Voyez-vous, moi je suis un vendeur d'arachides, je vous recrute et je vous retrouve dans une opération de vente d'arachides qui ne concerne pas ma plantation. Il y a un conflit d'intérêts. Il y a un problème qui se pose. Pourquoi la Sopamine et pas n'importe quelle autre banque? La Sopamine du Niger, qui est censée s'occuper de l'uranium du Niger, abandonne son uranium pour aller servir de réceptacle. C'est-à-dire, leur rôle se limite à l'ouverture d'un compte à BNP Paribas, un compte sur lequel transitent près de 200 milliards de nos francs CFA, juste pour gagner 800 000 $. L'affaire en elle-même n'est pas claire. Et donc, le rapport qui essaie de blanchir le ministre des Finances, qui même en sa qualité de président du conseil d'administration de Sopamine, n'a rien à voir dans cette opération. Le président du conseil d'administration n'est pas l'exécutif. Il y a un directeur, il y a des gens, il y a un directeur financier, il y a un directeur commercial qui aurait pu faire ce travail. Et la belle preuve, c'est que vous avez reconnu, Héribert Labelle, que depuis 2011, le fait d'être directeur de cabinet et donc cumulativement président du conseil d'administration a été supprimé. C'est bien la preuve que c'est une position suspecte, c'est une position conflictuelle. Non, il y a du business dans cette affaire et c'est précisément le fait de se dépêcher, de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire incapable de procéder à des investigations. Qu'est-ce qu'une commission d'enquête nigérienne peut faire dans le cadre d'une affaire où il y a des transactions internationales
avec des groupes russes et libanais, ce qui est un gage de virginité et de transparence. Non, ce n'est pas possible. Mais la commission d'enquête parlementaire a été mise sur pied à la demande de l'opposition politique, de l'opposition parlementaire. C'est l'opposition qui a fait état de ce que, dans cette affaire-là, il fallait voir clair. La commission a été mise en place, acceptée par la majorité parlementaire pour prouver au besoin la bonne foi ou impliquer des personnalités politiques qui seraient dans cette affaire-là. Oui, de toutes les manières, ce n'était pas une mauvaise chose qu'une commission parlementaire soit mise sur pied, puisque l'une des missions de l'Assemblée, c'est également le contrôle de l'action gouvernementale. Absolument. Donc, naturellement, il devrait y avoir une commission parlementaire pour enquêter sur cette affaire, mais ça ne peut pas s'arrêter à ce niveau. Naturellement, la procédure doit continuer parce que on parle de plusieurs millions engagés, l'opposition parle de 200 milliards de francs CFA. Quand on regarde ce dossier est lourd. Ce dossier est lourd et le Niger doit être dans une position très délicate actuellement, puisque je pense que ça fait partie des affaires qui font qu'aujourd'hui, entre Areva et même le gouvernement nigérien, ce n'est pas forcément la bonne entente, parce qu'il y a eu bien d'autres dossiers qui sont venus plus tard, et au niveau de l'insécurité créée peu ou prou dans le nord du Niger, le Niger accuse des partenaires étrangers d'être impliqués dans cette déstabilisation. Et donc, on se retrouve dans un dossier qui sera très très difficile à gérer, puisque est-ce que le Niger a la capacité vraiment d'ouvrir complètement la boîte de Pandore afin qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Le Niger, même des pays beaucoup plus lotis sur le plan international, dans ces genres de dossiers, en fin de compte, on n'y voit que du feu. Mais concernant le Niger, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. De toutes les manières, je pense qu'à travers ce dossier, on peut voir également tous les trafics qui ont lieu autour des gisements dans nos pays où, en dehors de ce qui est fait de façon formelle par rapport au pétrole, l'uranium et tout ce que vous connaissez, toutes les ressources minières que vous connaissez, tout ce qui est fait dans l'informel. Dans l'informel, je pense que ce dossier-là nous permet de voir ça. Et ce qui est dangereux, c'est justement qu'on parle quand même du Niger. Le Niger qui, malgré ces ressources-là, qui devraient permettre de faire développer le pays, l'argent va dans des poches, dans les poches des politiques. Ce n'est pas avéré. Non, ça là, c'est avéré. Je ne parle pas, je ne dis pas que dans ce dossier particulièrement... Vous portez des accusations. Non, c'est évident que l'argent de l'uranium nigérien ne profite pas au peuple nigérien. Quand vous regardez, il y a des problèmes minimum. La preuve, et certainement qu'on en parlera, vous avez vu tout ce qu'il y a eu par rapport à la grève dans les universités nigériennes et comment finalement on a réglé. Donc c'est pour dire que ce problème se pose pas seulement au Niger, dans tous les pays, dans tous nos pays africains où il y a des ressources minières, notamment les anciennes puissances coloniales cherchent toujours à être les mieux positionnés et pour piller et pour créer même des situations d'insécurité afin de piller nos ressources, et puis tout ça avec la complicité des fois de nos gouvernants, et ça c'est bien dommage. Alors, Maître Alain Onroula, la société civile a porté plainte dans cette affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la seule issue pour s'intéresser encore à ce dossier? Bien sûr. Cette plainte est le détonateur, j'espère, sera le détonateur d'une enquête judiciaire. Mais ce n'est pas un secret. Une enquête et des informations ont déjà été ouvertes sur l'ensemble de ces transactions douteuses au niveau d'Areva. C'est pas la première transaction, et c'est pas la première transaction avec le Niger. C'est une transaction qui est suspectée et qui est regardée dans le pays même d'Areva. Donc, il eût été donc judicieux pour la commission d'enquête parlementaire, qui est une commission politique, de se renseigner tout au moins et de se faire communiquer, si elle le pouvait, la procédure en France ou de la suivre. D'accord? Donc, ce n'est que dans ce cadre, dans le cadre d'une coopération internationale. Et je vous dis, ça ne sera pas facile parce que Areva
est un grand groupe français Très grand groupe. et a été dirigé par une brave dame dont l'échec à la tête de cette maison me surprend. Vous savez, moi je connais Anne Lauvergeon avant même qu'elle ne soit rentrée au service du président Mitterrand comme conseiller. Je veux dire, c'est une grosse tête. Et sa gestion d'Areva est une calamité. C'est reconnu, on l'appelle d'ailleurs atomique Anne. Voyez-vous. Donc, quelle a été l'instrumentalisation d'Areva pour jouer quel rôle? Voyez-vous. Donc, il y a ce problème qui se pose. Mais pour revenir à nos réalités nigériennes, la commission d'enquête parlementaire, avec le rapport qu'elle a rendu, démontre qu'elle n'a pas bien fait son travail. Parce que les faits constatés et retenus dans le cadre de ce rapport devraient aboutir à des interrogations, à des interpellations et non pas à des conclusions de blanchiment. La première question que cette commission, qu'elle soit de l'opposition ou de la mouvance, aurait dû se poser, pourquoi le directeur de cabinet du président devenu ministre des Finances? Il ne suffit pas de dire qu'à ce moment-là, il était automatiquement président du conseil d'administration. Quand bien même il serait président du conseil d'administration, il y a un directeur qui assure la gouvernance de l'entreprise. Pourquoi ce n'est pas lui qui le fait? Pourquoi le ministre des Finances n'était pas impliqué en 2011 dans cette transaction, qui n'est pas une transaction politique? C'est tout simplement aller ouvrir un compte, si on s'en tient au rapport. Pourquoi? Et pourquoi la SOPAMIN, sous la conduite de l'actuel ministre des Finances, se prête à un jeu en conflit contraire aux intérêts industriels du Niger? Donc c'est le nombre et le genre d'interpellation qui permettrait d'aller un peu plus loin. Et vous verrez, si la société civile maintient le cap, vous verrez très vite, parce que, écoutez, on se connaît, dans aucun pays, personne ne participe à une telle opération sans se lécher les babines ou les doigts. Or, il n'y a pas de preuve, Maître Aléon-là, de ce que vous apportez. Je dis que c'est impossible, que même si c'est 800 000 $ qu'on a versé au Niger dans cette opération, c'est impossible. Il n'y a pas de preuve, que le ministre, dans le cadre d'une affaire où il y a eu des rétrocommissions, c'est une affaire suspecte, c'est une affaire illégale, que on soit allé à Paris, probablement en première classe, juste ouvrir le compte et pas se lécher les babines. Alors, on sait que lorsqu'une information judiciaire ouverte et bien la vie portant sur un sujet d'enquête parlementaire en cours, l'enquête parlementaire devient caduque. Ici, donc aujourd'hui, on peut faire confiance à la justice nigérienne pour s'intéresser au dossier et attendre une suite. Rapidement, on va évoluer. Oui, je crois que là où on en est, les parlementaires ont joué leur rôle et ils doivent continuer de jouer leur rôle, puisque même si le judiciaire continue son travail, le Parlement se donne le droit à tout moment d'interpeller le gouvernement sur cette question, quitte à encore mettre sur pied une autre commission parlementaire ou à continuer avec la même commission, mais ce dossier doit être traité par ceux qui sont chargés de dire le droit. Donc il faut laisser la justice faire son travail. Je sais qu'il ne faut pas forcément s'attendre à grandes choses, parce que tel que le dossier a été fignolé, on peut se rendre bien compte qu'il s'agit de la mafia internationale. Ceux qui ont fait ce travail-là ont certainement porté des gants. Maintenant, leur malheur, c'est qu'un journal a pu avoir le dossier, puisque le journal, si on ne fait rien contre ce journal aujourd'hui, le Courrier, c'est parce que le journal a un dossier béton. L'affaire n'est pas terminée. Rien ne dit que le journal ne pourra pas être inquiété pour diffamation bientôt. Maître Aléon, là. De toutes les manières, vous pouvez pas. De toutes les manières, on voit que ce dossier, si le journal ne l'avait pas révélé, on n'en serait pas là. Donc, ça a été quand même un détonateur. Ça a permis qu'il y ait une commission d'enquête. Ça a permis que ce dossier ne soit pas noyé. Donc, le journal a joué son rôle, a des éléments qui peuvent ne pas être des éléments fiables à 100%, mais ça a permis quand même que l'on puisse voir de plus près ce qui s'est réellement passé dans cette transaction. C'est évident. Le président de la République, y a-t-il aujourd'hui des raisons de ne pas croire à sa bonne foi,
Maître Alain Onla, qu'est-ce que vous faites? Non, excusez-moi, j'ai le rire facile. Ça fait très longtemps que la présomption de bonne foi a quitté la présidence du Niger, comme bon, on s'habitue, voilà. Donc nos dirigeants ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Je ne dis pas qu'ils sont en mesure de faire face à cette différente pression, mais ils pourraient limiter la casse, et je crois que l'on privilégie la gloutonnerie. Voilà. Plusieurs maires ont été arrêtés il faut bien dans des affaires de détournement. Il faut des victimes expiatoires. Jamais, je ne sais pas comment exprimer la chose. Il y a un adage ou un proverbe fond qui l'exprime bien. Permettez, bon, enfin, on est sur une chaîne internationale. Ça veut dire que le bœuf, vous voyez ce qu'il absorbe comme herbe. Il ne supporte pas que certaines brebis broutent l'herbe à ses côtés. Écoutez, pour noyer le poisson, pour se dégager de tout soupçon d'affairisme, on sévit. C'est sûr que ces maires se sont léchés les doigts, ils ont des choses à se reprocher, mais on les sanctionne d'autant plus durement que l'on n'a pas envie soi-même d'être inquiété. Eh bien, la Beladjovi, vous croyez réellement que aujourd'hui le régime du Niger ne donne pas des garanties de gestion efficiente des deniers publics? Ben, ce n'est pas que le Niger. Et une fois, au moins pour une fois, ce n'est pas que sous les tropiques que ce genre de choses se manifestent. Je pense que quand il y a des dossiers aussi scabreux, il faut être certain que ce ne sera pas facile d'aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas que le Niger. Mais puisque nous parlons du Niger, oui, le président Mahamadou Sifou sait très bien qu'il ne peut pas être blanc comme neige dans ce dossier-là, parce que quand même, lorsque vous acceptez de jouer le rôle d'intermédiaire dans un dossier comme celui-là, ça veut dire que vous êtes prêt à jouer le rôle de la mafia, puisque si vous n'êtes pas directement impliqué dans une transaction et qu'on vous appelle, pourquoi le Niger, pourquoi pas la France elle-même, pourquoi pas la France, et que c'est le Niger, et que c'est la soupamine du Niger. Vous permettre peut-être au Niger de faire des bénéfices, comme ça a été bon, le cas dans l'affaire. Non, de toutes les manières, quand c'est fait de cette manière-là, il y a forcément qu'on est allé chercher quelqu'un de faible pour manipuler. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est votre avis. Maître Alain Onla, rapidement, on a aussi vu quand même l'exécutif qui a finalement bien géré la crise des scolaires, puisque la plateforme revendicative de l'USN, l'Union des scolaires du Niger, a été totalement satisfaite. C'est quand même à mettre à l'actif de l'exécutif. Bien sûr, chaque fois qu'on peut désamorcer une situation conflictuelle, on dit bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? On a limogé le ministre de l'Enseignement supérieur, ça fait plaisir aux jeunes rebelles. On lui a fait changer de poste. Enfin oui, bon, je crois qu'il n'était pas particulièrement content de cette promotion. Et on leur a promis que leurs camarades restés en prison sortiront bientôt. Non, ils ont été relaxés, la plupart. Non, c'est-à-dire on a laissé un certain nombre. On les a relaxés. Les responsables étudiants et évité certains mandats, et on leur a donné des promesses que très bientôt, après les premières auditions, ils ont été payés aussi. Le reste suivra. On leur a annoncé les bourses. Voilà, tout va bien. Quand l'étudiant a mangé et qu'il a été reçu par le chef, son problème est réglé. Donc, bravo à toutes les parties. Maître Alain Onla, il est un peu trop acide par rapport au régime. Vous ne trouvez pas? Bon, ce que je sais, c'est que ce mouvement du 10 avril aurait pu être évité si le gouvernement... le président était en déplacement, c'était peut-être aussi ça que les ministres en charge du dossier n'ont peut-être pas pris au sérieux le problème posé par l'USN. Puisqu'on a l'habitude quand même de voir, on l'a dénoncé aussi ici sur ce plateau, c'est que souvent les responsables de ce genre d'organisation estudiantine, ils n'ont pas l'habitude de respecter des codes. Ils ont leur code à eux. Ils ont parfois l'habitude de se saisir d'un dossier ou d'exiger des choses qu'ils ne peuvent pas forcément ou pas souvent avoir. Mais ne dites pas à un jeune de ne pas revendiquer s'il trouve qu'il y a les moyens de satisfaire ses besoins. Et vous savez, si nous faisons face à des autorités, et c'est le cas, pas qu'ici,
qui ne pense d'abord qu'à remplir les poches de la grande bourgeoisie. Vous êtes d'accord avec moi que dans ces conditions, quand il y a des bourses qui ne sont pas payées, que les étudiants sont en droit de revendiquer et que normalement, on ne devrait pas attendre que la situation pourrisse avant de réagir. Et c'est souvent le cas dans nos différents pays africains. On attend d'abord que les revendications aillent loin, qu'il y ait même de grands mouvements, des échauffourées. On a eu un mort dans ce mouvement du 10 avril. Plus de 300 étudiants ont été incarcérés. Je pense que le moins qu'on puisse faire, c'est de faire sortir ces jeunes-là. Le moins qu'on puisse faire, c'est également de payer la bourse aux étudiants, parce qu'on sait très bien tout ce que le pays engrange comme ressources du fait de l'exploitation des gisements, et on sait ce qui revient au peuple. Si on doit faire le bilan de ce qui est fait, de la manne, ce qui est fait de ce qu'on reçoit, de l'argent qui est reçu de l'exploitation des différents gisements au Niger, et ce que le peuple reçoit comme dividende, on se dit que les autorités gouvernementales ont fort à faire. Mais il n'y a pas que le Niger qui soit dans cette situation. Donc, je trouve que non, on ne peut pas dire que les étudiants revendiquent pour revendiquer. La moindre des choses qu'il faut donner à un étudiant, nous sommes tous passés par là, il faut payer les bourses. C'est un droit inaliénable. Droit inaliénable, les étudiants protestent, le gouvernement réagit, tout va bien en République du Niger. Voilà, qui met donc un terme à ce débat du jour. Merci de nous avoir suivis. Était sur ce plateau Maître Alain Oronla, avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Face à lui, Abel Adiovi, journaliste, écrivain, spécialiste des questions internationales. Niger lutte contre le détournement de deniers publics et de la sincérité de la croisade du régime Mamadou Issoufou. Ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis.